Aujourd'hui, sur Radio Rennes et Radio Évasion, nous sommes avec Mario Morisi, qui signe sous le nom de Mario Absentes, Kerguelen, peintre soldat. Mario, est-ce que vous-même vous êtes passionné de peinture? Pourquoi vous avez choisi la peinture? Votre gars, il aurait pu venir, je sais pas, écrire un livre, sculpter une œuvre. Il a choisi la peinture parce que vous êtes peintre vous-même, vous adorez ça? C'est vrai que l'origine italienne et les voyages d'enfance avec mon père et ma mère à Florence, à Saint-Pierre de Rome m'ont donné un certain goût, une certaine inclinaison pour la peinture, que moi-même j'ai un peu appris à peindre, que je fais de temps en temps des portraits et des choses comme ça. Mais j'ai surtout choisi ça parce que j'ai été complètement fasciné par le ciel, la variabilité du ciel, les couleurs, les impressions que j'ai rencontrées au milieu de l'année 2010 moi-même, et que je me suis rappelé que les plus grands peintres impressionnistes et autres ont représenté cette côte bretonne et normande et bretonne, et que donc lui, lorsqu'il est parti dans ses 60 ans de dérive, de baroud, de guerre d'Indochine, de guerre d'Algérie, de mercenariat, de trafic, lorsqu'il revient, il a été sauvé un peu par le souvenir de ses lumières d'enfance, et il a la folle idée de les reproduire. Donc ça, ce que j'ai vécu, c'est à la limite de la vie et de la mort, de la terre. Je viens de l'intérieur de la terre, en Franche-Comté ou en Émilie-Romagne, où il n'y a pas de côte. C'est la limite de la terre, du solide et du liquide et de la mer, du ciel et de la mer. Et cet endroit je dirais, de conversion fait que le marin revient avec des souvenirs, avec de la violence. Il passe par un rade ou par une rade où tout s'échange. Et le ciel, la terre, la mer, le solide et tout, la peinture, par sa matière et par son cadre, en était vraiment le cadre idéal, quoi. Et vous êtes vous-même un passionné de peinture ou pas du tout? Je suis pas un grand spécialiste, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai quand même fait de l'acrylique, du gras sur sec, et je connais un petit peu la théorie que j'ai creusée. Mais c'est vrai que là, en ce moment, par exemple, je suis en train de faire un double portrait de ma mère et de ma fille, donc une grand-mère âgée et une jeune fille avec un visage de porcelaine, et que je me confronte un peu comme mon héros à la possibilité de faire de la beauté avec de la délicatesse quand on est maladroit, mais c'est une tentative qui me plaît beaucoup. Alors, il y a un truc qui m'a surpris en lisant votre livre, c'est que vous, Kerguelen, vous allez nous expliquer vos les impressionnistes, je crois qu'il n'y a pas de commun, alors qu'en général ils sont adorés, adulés, mais vous arrivez à contre-pied. De toute façon, votre roman c'est un peu en contre-pied à tout ce qu'on peut lire ailleurs. Les impressionnistes, alors vous aimez? Kerguelen aime? Non, par exemple, Kerguelen, mais ça n'a rien à voir avec moi, bien sûr, déteste Compis et Conchy Renoir. Voilà, parce que Renoir, en 86, peint des déjeuners sur l'herbe, alors qu'il y a eu la Commune et le massacre de tout le monde dans les rues de Paris. Donc évidemment, cet homme d'action, cette espèce d'anarchiste de droite, il est contre tout, et il n'aime pas ces espèces de nénuphars, de choses comme ça. De la même manière, je dirais que je suis très rock'n'roll, et que franchement, les espèces de petites bluettes ne me plaisent pas, donc ça correspondait très très bien à ce que je voulais transmettre de ma vie à la fiction. Alors, il y a une référence, il y a plein de références à la peinture dans votre bouquin. Il y en a une qui m'a surprise parce que j'avais presque oublié son existence. C'était Folon, qui apparaît 2 fois. Vous êtes un admirateur, ou, je me répète, Kerguelen est un admirateur? Eh bien, c'est-à-dire que le livre est construit comme une tempête en 7 vagues, 7 tableaux, si on veut, mais 7 vagues qui sont plus ou moins longues, qui s'accélèrent vers la fin. Donc, étant donné que des cauchemars de guerre, d'explosion de tête, de commandos qui lui reviennent régulièrement, au point qu'on ne sait pas trop s'il les a vécus ou il les a imaginés, le ramène ensuite à la réalité. Il y a des moments où il y a donc des bulles de vide, et donc cette espèce de monde aérien et irréel de Folon m'a semblé un bon break, un beau musical bridge entre les tempêtes qui se succèdent. Pour tout vous avouer, moi j'avais Folon, pour moi c'est les génériques de France 2 qu'on a connus quand on était enfant. J'avais presque oublié son existence. C'est quelqu'un qui a une vraie valeur artistique et qui existe toujours aujourd'hui, ou qui est complètement oublié? Franchement, je ne parlerai pas de valeur artistique, c'était plutôt par rapport aux nuages, à leur complexité lorsqu'on essaie de les reproduire, par rapport à la virtuosité qu'il faut pour donner l'image de quelque chose d'aérien, mais de fort et de matériel. J'apprécie très moyennement les espèces de trucs gazeux et stylisés de Folon, mais ça me servait bien pour donner une image différente de la représentation de l'univers. Dernière partie de notre première émission, parce qu'il y en aura 2, avec Mario Morisi alias Mario Absentes, qui signe Kerguelen
soldat. Mario, votre personnage de Kerguelen, c'est une espèce de colosse qui a une personnalité assez complexe, en même temps très mystérieuse, parce que vous le disiez tout à l'heure, souvenir de guerre, etc. Mais vous n'en dites finalement pas plus que ça, c'est pas une biographie de Kerguelen, où on se pose plein de questions sur sa vie. Oui, donc en fait là, le lien qu'on peut faire entre ce que j'ai éprouvé et mon trajet dans la vie et le sien, mais c'est juste une espèce de structure, c'est que lorsque quelqu'un a vécu dans plusieurs endroits des choses dramatiques et puissantes, lorsqu'il chemine à travers le temps, que le temps s'écoule et qu'avec le temps tout s'en va, lorsqu'il atterrit quelque part, retourne chez lui, ou enfin un endroit où il peut se poser ses valises, lorsqu'il raconte son passé, est-ce qu'il raconte des vraies choses? Il n'y a plus de témoins, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a pas de témoignages, il n'y a pas de preuves. Donc le type se retrouve comme ces poivreaux, ces aventuriers de rade qui racontent des aventures extraordinaires. Alors on les laisse parler, on se fout un peu que ce soit vrai ou non. Donc lui, il a vécu tellement de choses que il ne sait plus la réalité lui-même de ce qu'il a vécu. Bien sûr, ceux qui sont autour de lui, encore plus. Mais par contre, vous dites que j'ai pas écrit la biographie. Je l'ai écrit, c'est un livre qui faisait 600 pages au début, qui a été réduit à cette vague maigre par rapport au départ. Et j'ai à peu près 15 pages de biographie, de la vraie biographie qui est au fond, en filigrane, derrière le personnage. Je trouve qu'il a un côté très rabelaisien, Kerguelen, je me trompe, ou il a vraiment ce côté un peu pantagruel, enfin personnage un peu fort en gueule, personnage d'excès à mes yeux, c'est ça? Oui, alors j'enlèverai peut-être la référence à Rabelais, parce que c'est le gai savoir, c'est Thélème, ces géants représentent un petit peu sa façon de voir le monde. Là, lui, il a un physique hors norme, c'est-à-dire qu'il mesure 2,5 m, c'est un chéribibli balafré, il a un furoncle au milieu de la tête, il a eu des difficultés chaque fois pour trouver des partenaires avec qui rester, parce que son physique est désiré comme un monstre, ou bien alors est repoussé. Donc, gai savoir, il mange mal, il mélange tout, il picole de tout et du reste. Donc c'est plutôt le déséquilibre et c'est plutôt King Kong où c'est quelqu'un qui a du mal à... C'est Tyson mélangé avec un type qui est maladroit et qui veut faire un chef-d'œuvre, ce qui est quand même pas facile. C'est jouissif d'imaginer un personnage comme ça avec toutes ses maladresses, parce que c'est tout sauf l'homme parfait, évidemment, Kerguelen. Eh bien, écoutez, ça pose de vrais problèmes. Comment on fait pour aimer ou détester lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un qui est complètement atypique, hors gabarit et je sais pas quoi. Or, les premiers retours sur le bouquin, d'une vingtaine de personnes très différentes, ont à peu près dit toujours la même chose. Il est monstrueux, il est effrayant, c'est un monstre, mais tous ces défauts-là et cette passion enfantine qu'il met à vouloir fabriquer quelque chose d'assez secondaire et d'assez irréel, ça le rend très très touchant. Donc c'est plutôt cette espèce d'impossibilité du rêve qui m'a fait écrire ce livre, quoi. Et vous, quelle a été votre relation avec lui entre le moment où vous avez imaginé le roman, le moment où vous l'avez fini? Ça a été un compagnon de route quand même j'allais dire quelques mois, je crois même pouvoir dire quelques années. Ça a été 4-5 années d'aller-retour, d'arrêt, de recommencement, mais lui, il a existé très vite. Je dirais que, pour ceux qui connaissent bien la littérature américaine, qu'il a du héros de La Conjuration des imbéciles de O'Toole, c'est pas pour rien que l'un de mes personnages s'appelle O'Toole à l'intérieur, qui a une espèce d'esprit encyclopédique qui sait tout, qui est sale, qui est avec son gros pardos, et qui erre dans un monde d'ignorants. Donc il y a un peu de ça. D'autre part, c'est Don Quichotte qui a des impossibles rêves et je sais pas quoi, qui entraîne avec lui des gens. Donc je pense, que c'est une partie déformée et mutante qui est à l'intérieur de moi, mais